Les experts de l'IMO, le débat. Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD. Bonjour, comment ça va Jean-Pascal? Bonjour Marie, ça va très bien. Et qui dit Jean-Pascal dit Stéphane Descartier, SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors je le disais, on a notre duo de choc pour parler fiscalité. Avec vous, on va tout comprendre à ce qui est incompréhensible de base. Bon, il y a quand même un premier élément qui est très dans l'actualité en ce moment, sur lequel Stéphane voulait rebondir. C'est notre amour de MaPrimeRénov'. Bon, ça coince un peu sur MaPrimeRénov', rénovation globale. Vous avez compris, hein, on vous avait dit que ça arriverait plus tôt que prévu. Rénovation globale, MaPrimeRénov', guichet fermé à partir de lundi. Je vous avais dit vendredi, samedi, vous avez gagné 2 jours. Bon. Bref, une fois qu'on a dit ça, c'est le bazar sur les aides à la rénovation. Et ça vous fait dire, Stéphane, arrêtons du coup de nous obliger à rénover. Comme ça, là, hop. Non, c'est pas. Alors, c'est pas précisément d'arrêter de rénover. Il y a des logements qui ont besoin d'être rénovés, etc. Et il faut aller dans ce sens, bien entendu. C'est le sens de l'histoire pour la planète, pour les gens, etc. Simplement, aujourd'hui, alors notamment parce que on suspend MaPrimeRénov', est-ce qu'on peut encore se permettre de suspendre, de continuer les interdictions de louer? Et moi, je vais faire un pari. Je fais pas souvent de paris, hein. Marie, vous l'avez vu, j'en ai fait un en 2002 en pariant que Paris allait passer sous les 10 000 euros. Certains étaient sceptiques à l'époque. Bon, bien sûr, j'ai remporté la main 15 ce ans pari. plus tard, hein, Non, c'était dans les dates que j'avais effectivement prévues. Mais bref, donc je vais faire un pari aujourd'hui, un nouveau pari, comme quoi je me mouille. Je pense vraiment que les interdictions de louer vont sauter ou vont être reportées sine die. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de sortir 1 million de G et à terme 5 millions. On ne peut pas. Dans la configuration aujourd'hui du marché, on ne peut pas. Vous aviez repris dans un article les données de Priceable, ouais. Qui brasse de la data donc, pour l'immobilier, qui nous avait montré que le parc locatif privé, en tout cas, s'était contracté de 33%. Ouais, bien sûr. Et dans les villes qui plafonne les loyers, c'était 43%. Non, alors Priceable disait que visiblement, dans une ville qui plafonne et une ville qui plafonne pas, on avait une baisse de l'offre locative quasi similaire. Donc arrêtez de lancer sur l'encadrement des loyers. Non, mais en l'occurrence, c'était repris dans votre article. Moyenne France, c'était 33%. Et les villes qui plafonnent les loyers, c'était effectivement 43%, avec plus de 60% de baisse. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Stéphane. Typiquement, Nice, qui n'encadre pas ses loyers, a vu l'offre locative baisser de manière quasi similaire à Paris, qui encadre les loyers. Donc, j'insiste lourdement là-dessus. Dans les grandes villes, il y a un assèchement de l'offre locative. De toute façon, on encadre ou non les loyers. De toute façon, il y a un assèchement du parc locatif qui est évident, avec les contraintes, la fiscalité, tout ce qu'on connaît. Le parc social ne suit pas, puisque tout le monde sait, les chiffres sont publics. Il y a plus de 2 700 000 foyers qui sont en attente. En 2024, il y a eu à peine 10% des logements sociaux, des demandes de logements sociaux, donc qui ont été remplis, dont les gens ont obtenu des logements. Bon, on est effectivement dans une impasse et on a effectivement, on n'a pas la possibilité aujourd'hui, moi je n'y crois pas une seconde, de pouvoir sortir la quasi-totalité des chambres de bonne à Paris. On sait bien que les étudiants aujourd'hui ne peuvent pas se louer. On a des étudiants qui dorment dans les voitures, on a des étudiants qui louent des box pour dormir dans les box. En même temps, on est plus aidé à acheter une voiture électrique aujourd'hui qu'à acheter un logement. Non, mais tout à fait. Donc je pense tout simplement qu'on n'a pas les moyens. Il ne faut pas oublier également que les bailleurs sont à près de 40% des retraités. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas forcément, qui n'ont pas forcément le cash ou qui n'ont pas forcément la possibilité d'emprunter parce qu'ils sont trop âgés. On est dans une impasse. Et moi, je pense qu'effectivement, on ne pourra pas avoir le luxe, on ne pourra pas continuer le luxe. Et on se rappelle qu'il n'y a que la France qui fait ça. Ouais. L'Europe impose donc les DPE pour avertir les consommateurs, les propriétaires de leur consommation. Mais l'interdiction, il n'y a que la France. Jean-Pascal, vous les voyez, ces bailleurs-là, qui vraiment se soucient de l'interdiction à la location des passoires? Parce que j'entends la théorie de Stéphane de dire qu'effectivement, au rythme où vont les choses, on ne pourra pas finalement tenir cette interdiction par peur d'assécher encore plus. Mais moi, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que finalement, il y a quand même encore pas mal de passoires à la location et que les propriétaires s'en soucient pas tant que ça, finalement. Je me trompe? Alors moi, ce que je vois, effectivement, les gens préfèrent faire l'autruche. Mais ce que je vois clairement depuis plusieurs années, c'est un désengagement de l'immobilier.
chez les gens qui ont du patrimoine. Ouais. C'est-à-dire que de plus en plus de gens qui avaient 10, 12, 15 biens immobiliers, ce qu'ils font, c'est qu'ils les vendent parce que ça devient trop compliqué à gérer administrativement et fiscalement. Donc, il y a ce phénomène, il a pour conséquence que ces biens qui sont vendus, ils ne sont pas entretenus, ils ne sont pas loués et qu'il y a de moins en moins de logements disponibles. Donc finalement, pour vous, c'est finalement un cercle vicieux au lieu d'avoir été un cercle vertueux. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais surtout parce qu'on est là aussi pour proposer des pistes et puis des opérations intéressantes. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont convaincus comme moi que ces interdictions ne pourront pas faire autrement que de sauter ou d'être décalés au calendrier grec, surtout ce qui est intéressant, c'est de se positionner maintenant sur les passoires thermiques, notamment les G. Parce que les G, aujourd'hui, c'est collé. Il n'y a pas d'appel, pas de visite, pas d'offre. Donc, il n'y a pas d'acheteurs, justement, par rapport à ces interdictions. Donc, quand il n'y a pas d'acheteurs... Quand vous allez aller voir le banquier avec votre logement G à acheter, si vous n'avez pas prévu les rénovations, vous allez voir les conditions dans lesquelles vous allez être reçu. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, certaines banques, pas toutes, mais certaines banques, effectivement. Mais justement, si on prend la voie inéluctable donc de la suspension de ces interdictions, les banquiers verront peut-être aussi les choses d'un œil différent. Mais en tout cas, ceux qui peuvent aujourd'hui, ceux qui peuvent avoir un petit peu d'apport, peut-être plus que sur un bien parfait, se positionner sur les G aujourd'hui, ça peut être très intéressant. Parce qu'encore une fois, le marché est collé, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas d'offres. Donc les rares acheteurs qui peuvent se positionner sur du G, c'est eux qui font les prix, aujourd'hui. Donc il peut y avoir de très fortes décotes. Jean-Pascal, on parle de ces interdictions de louer pour les passoires thermiques et des enjeux écologiques. Derrière tout ça, il y a quand même un désamour, vous le disiez, en réalité, pour l'immobilier. Est-ce que le statut, puisqu'on parle d'investissement locatif, est-ce que le statut du bailleur privé, dont on nous parle depuis 1000 ans, qui pourrait voir le jour, vous pensez que ce genre de choses peut être finalement favorable et redonner envie Oui, si c'est bien fait. Oui, si c'est bien fait. Parce que là, on parle d'un système d'amortissement qui est dans les tuyaux. Donc, est-ce que c'est le genre de dispositif qui va être suffisamment simple de compréhension ? Non. Non, c'est pour ça que je dis si c'est bien fait. Mettre un statut spécifique du bailleur pour rendre la mise en location plus rentable. Dans une économie de marché, si vous voulez qu'il y ait des biens mis en location, il faut que ce soit rentable. Sinon, il faut changer de système. Et effectivement, pour ça, une des voies, c'est de baisser la fiscalité. Si vous permettez au bailleur d'amortir son bien immobilier, bien sûr, ça va baisser la fiscalité. Mais c'est compliqué à appréhender. L'amortissement, c'est un truc d'expert comptable. Il ne faut pas donner aux particuliers ce genre de possibilités. Il faut simplement réduire le taux d'imposition. Moi, je ne comprends pas qui, dans les bureaux de Bercy, peut se dire on va permettre aux gens d'amortir sur 30 ans par 20e et ça va être formidable. C'est ça, là, c'est le bailleur pourrait déduire 4% par an de la valeur de son bien, soit 80% au total au bout de 20 ans. C'est à peu près ça l'idée. Voilà. Alors, je vous confirme J'ai perdu tout le monde, là. Fiscalement, ça va être très intéressant. Mais l'acheteur va pas se dire c'est génial, j'ai tout compris. Alors que si vous lui dites... Ça va faire votre business, Jean-Pascal. Ça va faire mon business, mais je suis pas sûr que ça va être très efficace parce que, une fois de plus, on fait quelque chose de trop complexe, mais le principe est bon. Oui, il faut baisser la fiscalité des bailleurs si on veut qu'ils mettent plus de logements à disposition, c'est évident. Mais il y aurait plusieurs conditions. Il y aurait plusieurs conditions à cet amortissement. On imagine bien que c'est pas open bar. D'une part, que ce soit de la location nue, en bail 89, donc location de longue durée. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y aurait une éco-conditionnalité. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour l'instant, les fuites qu'on a, c'est que ça ne concernerait que les bons DPE. Alors, qu'est-ce qu'on entend bon DPE ? Déjà pas F ou G, sans doute pas eux. Et sans doute pas eux, puisqu'il y a une interdiction à la location DPE qui est prévue, je vous le rappelle, 2034. Tout à fait. Mais s'il s'agit, par exemple, juste des A ou des B, comme j'ai entendu dire éventuellement, donc là, ça ne concernera que le neuf ou l'ultra récent, donc des rentabilités pas terribles. Donc même si on a effectivement une moins d'impôts, si la rentabilité brute est déjà pas extraordinaire, et puis surtout, ce qu'on a appris, a priori des fuites qu'on a, ça ne concernerait pas le stock. Mais ça concernerait uniquement les nouveaux investissements. C'est-à-dire ce qui va, si c'est en place pour 2026, le marché 2025 va complètement s'arrêter. Oui, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet. Plus aucun sujet investissement, et même ceux qui ont réservé. Je me demande si, entre guillemets, constitutionnellement, c'est possible de faire une mesure qui ne concernerait que les nouveaux investisseurs et pas les précédents. Ça me paraît. Oui, ça. J'espère que si. Ça passe, ça. On regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme c'est par catégorie. Tous les gens qui sont dans la même catégorie bénéficient du même système, ça devrait passer.
Ah bon, bon bah voilà. Il y aura une reprise des amortissements aussi, comme pour le meublé depuis. Oui, comme le LMNP depuis. Oui, on l'a déjà dit, le beurre, l'argent du beurre et tout ça, tout ça. Juste d'un mot avant qu'on en vienne aux questions, il y avait aussi un petit coup de gueule de Jean-Pascal ce matin sur les délais de prescription en ce qui concerne la fiscalité locale, quand on veut contester la fiscalité locale. Oui. Nous avons une décision du 13 juin du Conseil d'État qui refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur la question de la fixation des valeurs locatives. Vous avez une commission départementale de fixation de valeurs locatives qui peut sert de base à la taxe foncière. Voilà, qui peut décider dans son coin que sur toute une zone, on va changer de coefficient de 10 ou de 20% sur tous les biens immobiliers d'un certain type. Comme ça. Quand elle fait ça, personne n'est au courant. Hein. Mais on peut contester sa décision dans un délai de 2 mois par recours pour excès de pouvoir. Autant vous dire que 2 mois. Voilà, donc personne ne le fait. Hélas, le Conseil d'État a décidé que des gens dont la taxe foncière a augmenté suite à une telle décision ne pouvaient pas contester cette décision via la contestation de la taxe foncière. Ils n'avaient qu'à contester la décision de la commission en temps et en heure par recours pour excès de pouvoir. Donc je voulais pousser un petit coup de gueule parce que déjà, la taxe foncière, la taxe d'habitation, on n'a que 1 an pour les contester, contrairement à tous les autres impôts, alors que l'administration a 3 ans pour vous redresser. Premier point. Oui, parce que quand je regardais, je disais, mais non, il m'a dit des bêtises, Jean-Pascal, c'est 3 ans. Je fais, ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Deuxième point, on n'a pas droit à la juridiction d'appel sur ce type de contestation. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais en plus, quand vous avez des augmentations comme ça, cachées, prises par une commission sans qu'on vous informe, vous pouvez rien faire et ça ne dérange pas le Conseil d'État. En tout cas, ça ne le dérangeait pas vendredi dernier. Personnellement, ça me choque. Bon, ben voilà, c'était le coup de gueule de Jean-Pascal. Messieurs, il nous reste à peu près 4 minutes 30 pour répondre à quelques questions. On va essayer d'être concis, précis. Question de Jocelyne d'abord. J'ai découvert récemment au cours d'une discussion un investissement que je ne connaissais pas, la location des résidences étudiantes via un bail commercial. Alors, elle nous parle particulièrement d'une offre que vend en ce moment Nexity. Quels sont les avantages et les inconvénients, nous demande Jocelyne. Je regarde avec de grands yeux ronds Stéphane Descartiers qui dit à boire et à manger, en gros. Oui, alors moi je suis pas fan du tout des résidences-services en général. Je déconseille depuis 20 ans l'investissement en résidence-service. Il y a quand même beaucoup de soucis de gestionnaires qui sont pas tout à fait réglo. Il y a très souvent effectivement des pertes. Tout simplement, on retrouve rarement son prix. Ouais, quand on investit sur des résidences-services, même si on récupère la TVA, on retrouve rarement son prix hors taxe. On peut mettre à part, ceci dit, les résidences étudiantes. C'est vrai que les résidences étudiantes, ça se passe pas trop mal. Il y a une telle demande de toute façon que ça se loue et les rendements qui sont promis sont à peu près respectés. Alors c'est pas aussi fluide à la revente qu'un studio dans n'importe quelle métropole, parce que là on peut s'adresser à des investisseurs, à du propriétaire, à du jeune cadre, etc. Là on ne va intéresser que des investisseurs. Donc voilà, les résidences-services, je déconseille, mais peut-être les résidences étudiantes avec de bons opérateurs, ça se passe pas trop mal. Bon, et effectivement, on ne s'occupe de rien. Donc Jocelyne, c'est à regarder. Il faut regarder surtout la thématique quand on passe par ce genre d'investissement. Donc là, sur l'étudiant, ça va. Peut-être le tourisme, un peu plus de méfiance. Non, le tourisme, je déconseille vraiment. On en vient à la question de Monique. Je regarde Jean-Pascal, parce que là-dessus, il y a quand même pas mal de questions. Monique, c'est une maman et une grand-mère qui a l'air quand même très soucieuse des finances de sa famille. D'abord pour son petit-fils. Son petit-fils a 25 ans. Il est bailleur de 2 studios en zone tendue du côté de Toulouse. Il veut acheter sa résidence principale. Donc à date, il n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Alors, il a 2 possibilités. Soit en prenant un crédit sur 25 ans qui serait payé par les loyers qu'il perçoit via la location des fameux 2 studios, soit en vendant les 2 studios pour éviter de prendre un crédit. Et elle nous demande, Monique, ce qu'on conseille à son petit-fils, sachant qu'il est fonctionnaire. Voilà. Alors, la question a l'air simple. Elle est compliquée. C'est une vraie question fiscale. C'est-à-dire que, d'une part, vous prenez un emprunt, vous payez des frais de dossier, vous payez des frais d'assurance, vous payez des intérêts, vous enrichissez le banquier. Donc un emprunt, ça coûte de l'argent. C'est un levier financier, mais ça coûte de l'argent. Donc de ce point de vue-là, si on peut éviter, pourquoi pas ? Ou en tout cas, si on peut préserver sa capacité d'emprunt pour une autre opération. Ce qui me déplaît dans l'idée de conserver les studios pour rembourser l'emprunt, c'est que ces studios vous rapportent des revenus, ces revenus sont fiscalisés. Donc, vous payez des impôts, et avec ce qui vous reste, vous remboursez l'emprunt. Alors qu'en revanche, si vous vendez les studios, là, vous n'empruntez pas, et donc vous évitez les impôts d'un côté,
et les intérêts de l'autre. Donc, ça paraît une bonne raison de ne pas procéder comme ça. Il faut quand même descendre les calculs parce que tout le monde n'est pas fiscalisé de la même manière. Ouais. Si ce sont des studios qui sont en revenus fonciers, alors que ce jeune homme est déjà fonctionnaire, qu'il a déjà des revenus qui sont appelés à augmenter, ils sont probablement fortement fiscalisés. Ouais. Mais si c'est de la location meublée, s'il y a de l'amortissement en face et qui ne paie pas d'impôt sur ces studios, là, pendant 15 ou 20 ans... Qu'il les garde. Voilà, et que ça colle à peu près avec la durée de l'emprunt, pourquoi pas? Donc voilà. Là, il faut qu'il regarde surtout en fait son taux marginal d'imposition en fait. Exactement. Ça va être ça pour. Oui, et une petite précision aussi. Alors peut-être ce qu'on peut lui conseiller aussi à notre ami, c'est peut-être de vendre un sur les deux. Peut-être que 1 sur les 2, ça lui permettrait d'avoir un apport plus important. Couper la poire en deux, quoi. Couper la poire en deux. Et puis surtout, il y a une chose aussi qui est importante et qui pourra servir à notre ami, c'est que donc notre ami n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis 4 ans. Ouais. Donc s'il vend ses studios, enfin en tout cas le premier, il n'aura pas de plus-value à payer. Puisque s'il s'engage à investir une résidence principale dans les 2 ans. Ah bah ça, or c'est le cas. C'est le cas, puisque là, il va... Et s'il vend les deux, là, il y en aura le premier et le deuxième. On a droit à une seule fois. C'est la première vente d'un bien. Si on est locataire, enfin, si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis 4 ans, la première vente... Si on s'engage à acheter sa résidence principale dans les 2 ans, la première vente est exonérée. Donc il faut qu'il vende d'abord le plus cher. S'il vend les deux, il faut qu'il vende celui sur lequel il aura potentiellement plus de plus-value, parce que la première vente sera totalement exonérée de plus-value. Bon bah voilà les réponses pour Monique. Juste on termine avec Monique, il nous reste 30 secondes. Elle a un fils aussi, Monique, en plus d'avoir un petit-fils, qui a un magnifique appartement ancien qui visiblement rencontre un gros succès sur Airbnb. Le plafond est très haut, nous dit-elle, donc hauteur sous plafond très important, ce qui fait que ce bien est classé G. Alors elle dit dans peu de temps il n'aura plus le droit de louer, ça veut dire qu'il y a un locataire en place, j'imagine, parce que sinon il a déjà plus le droit de louer, hein, Monique, parce que c'est depuis le 1er janvier, mais bon. Et donc elle demande ce qu'on en pense, est-ce qu'éventuellement il faudrait soit le rénover, soit le vendre, j'imagine, c'est ça la question de Monique. Ben moi j'ai répondu déjà. Voilà, donc on boucle la boucle, on a commencé avec ça. Je crois. Les interdictions vont sauter. Stéphane est persuadé que de toute façon les interdictions louées vont sauter. Donc Monique, dites à votre fils qu'a priori, s'il fait confiance à Stéphane, moi j'ai mis des doutes, hein, mais voilà. Jean-Pascal, je rebondirai sur un conseil un peu plus avancé. Si on a une famille qui a de l'immobilier et le projet de le revendre, il pourrait aussi créer une SARL de famille. Il pourrait mettre les différents biens immobiliers à l'intérieur, avec pour le coup un emprunt et un rachat en cash et un amortissement de ces différents biens. Et là, il peut y avoir une belle optimisation fiscale à mettre en place. Et ben là, on boucle la boucle. Je vous laisserai le 06 de Jean-Pascal, Monique. Et comme ça, vous pourrez organiser tout ça avec eux. Merci à Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocat. Merci également à Stéphane Descartier, SD Conseil et Formation. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'IMO. Mais d'ici là, vous retrouvez Lorraine Goumeau pour Tout pour Investir.